Il y a quelque chose de profondément anormal dans la fatigue que vous ressentez en ce moment. Pas cette fatigue qui suit une longue journée de travail, ni celle qu'une bonne nuit de sommeil suffit à dissiper. Celle-ci est différente. C'est le genre d'épuisement qui s'insinue dans vos os, qui vous fait vous réveiller déjà vidé, et qui pèse sur votre poitrine comme un poids que vous ne sauriez nommer. Vous pourriez dormir 12 heures et la ressentir encore. Vous pourriez partir en vacances et l'emporter avec vous. Car ce que la plupart des gens appellent fatigue est en réalité bien plus dangereux. C'est un épuisement qui naît d'un fardeau invisible. Et le pire, c'est que vous le portez depuis si longtemps que vous ne vous souvenez même plus du moment où vous vous en êtes chargé. Carl Jung a passé des décennies à étudier des personnes qui semblaient avoir parfaitement réussi de l'extérieur, mais qui se sentaient complètement vides de l'intérieur. Et il a fait un constat troublant. Ces personnes n'étaient pas fatiguées d'en faire trop. Elles étaient épuisées d'être quelqu'un qu'elles n'étaient pas. Le Bouddha a observé ce même schéma plus de 2000 ans auparavant. Il l'a qualifié de souffrance d'une autre nature. Non pas la souffrance de la douleur, mais la souffrance du fardeau. Le fardeau de l'attachement. Le fardeau de la résistance. Le fardeau de l'entretien d'illusions qui exige une énergie constante pour subsister. Et si vous avez déjà ressenti cette étrange lassitude qui n'a rien à voir avec votre temps de sommeil ou la rudesse de votre travail, alors vous savez déjà exactement de quoi je parle. Cette sensation d'être entouré de monde, mais complètement vidé. Cette sensation, après avoir terminé une conversation, d'avoir besoin de vous asseoir seul en silence simplement pour récupérer. Cette sensation de vous réveiller fatigué, de passer la journée entière fatigué, de vous coucher fatigué et, d'une manière ou d'une autre, de vous réveiller encore plus fatigué le lendemain. La plupart des gens essaient de résoudre ce problème par le repos. Ils font des pauses, partent en vacances, essaient de dormir davantage. Et rien ne change, car le repos ne remédie qu'à la fatigue physique. Ce que vous vivez est bien plus profond qu'une question de muscles et de cycle de sommeil. Le fardeau que vous portez est d'ordre psychologique, émotionnel, spirituel, si l'on veut employer ce terme. Et le plus effrayant, c'est que vous ne savez peut-être même plus ce que vous portez. Il vous accompagne depuis si longtemps qu'il vous semble faire partie intégrante de vous-même. Mais voici la découverte de Jung qui change tout. Ce poids que vous ressentez, cet épuisement qui ne se dissipe jamais, provient de 4 sources spécifiques. 4 gouffres invisibles qui consument lentement votre énergie jusqu'à ce qu'il n'en reste presque plus. Si personne ne parle de ces sources, c'est parce qu'elles demeurent cachées. Elles ne s'annoncent pas. Elles opèrent silencieusement, en permanence, en toile de fond de votre vie, siphonnant une énergie que vous ne réalisez même pas céder. Et là, au cours des 20 prochaines minutes, je vais vous montrer exactement quelles sont ces 4 sources, comment les identifier dans votre propre vie et, surtout, comment les éliminer avant qu'elles ne consument le peu d'énergie qu'il vous reste. Car une fois que vous verrez ces sources clairement, une fois que vous comprendrez ce qui vous vide réellement de vos forces, le soulagement pourra être immédiat. Non pas parce qu'un élément extérieur aura changé, mais parce que vous cesserez enfin d'alimenter ces rouages invisibles qui tournent en vous depuis des années. Laissez-moi commencer par la première source, celle que Jung considérait comme la plus dangereuse parce qu'elle opère totalement en dehors de toute conscience, et que le Bouddha appelait la racine de toute souffrance inutile. Elle se nomme la résistance émotionnelle. Et elle draine probablement plus d'énergie en ce moment même que tout le reste de votre vie réunie. Voici comment elle fonctionne. Chaque jour, des émotions surgissent en vous, certaines agréables, d'autres désagréables, et la plupart neutres. Et quelque part en chemin, sans doute dans votre enfance, vous avez appris que certaines émotions étaient inacceptables. La colère fait de vous une mauvaise personne. La tristesse vous rend faible. La peur fait de vous un lâche. La jalousie, la rancœur, le dépit, ces sentiments ne correspondent pas à l'image de ce que vous êtes censé être. Vous avez donc appris à faire une chose qui vous semble productive, mais qui vous détruit en réalité. Vous avez appris à y résister. Non pas à les ressentir et à les relâcher, à y résister, à les refouler, à vous distraire, à faire comme si elles n'existaient pas. Et c'est là que une émotion la fera disparaître. Mais l'esprit ne fonctionne pas ainsi. Les émotions ne disparaissent pas lorsqu'on les ignore. Elles sont refoulées. Et le refoulement exige une énergie de tous les instants. Voyez les choses de cette façon. Imaginez que vous soyez dans une piscine avec un ballon de plage. Si vous voulez que ce ballon reste sous l'eau, vous devez le maintenir enfoncé. Et le maintenir enfoncé demande un effort actif et constant.
Dès que vous relâchez la pression, il jaillit à la surface. C'est cela, la résistance émotionnelle. Vous dépensez de l'énergie, à chaque seconde, pour maintenir certains sentiments submergés. Et après des années à agir ainsi, après des décennies passées à étouffer la colère, à ravaler la tristesse, à prétendre que tout va bien alors que ce n'est pas le cas, cet effort devient si constant que vous ne le remarquez même plus. Mais votre corps, lui, le remarque. Votre système nerveux le remarque. Et à la longue, vous finissez par être si épuisé par cette bataille intérieure permanente que vous parvenez à peine à fonctionner. Jung nommait cela le refoulement. Le Bouddha l'appelait l'aversion. Tous deux avaient compris la même vérité. Lutter contre la réalité, y compris la réalité émotionnelle, est l'une des choses les plus épuisantes qu'un être humain puisse faire. Et voici ce que personne ne vous dit. Il faut beaucoup moins d'énergie pour réellement ressentir l'émotion à laquelle vous résistez que pour la réprimer continuellement. Si vous vous autorisez à être en colère pendant 2 minutes, à la ressentir vraiment, à la laisser traverser votre corps sans agir de manière destructrice, elle s'en va. Mais si vous passez 20 ans à étouffer cette colère chaque fois qu'elle refait surface, vous serez épuisé chaque jour de ces 20 années. Vous n'êtes pas fatigué par la vie. Vous êtes fatigué de lutter contre la vie. Vous êtes fatigué de lutter contre la vie. Et le plus cruel, c'est que vous le faites depuis si longtemps que cela vous semble normal. Vous pensez que tout le monde ressent la même chose. Vous pensez que c'est tout simplement ce que signifie être adulte. Être responsable. Garder le contrôle. Mais garder le contrôle et réprimer constamment votre réalité émotionnelle sont deux choses complètement différentes. Et vous pouvez en sentir la différence dans votre corps. Remarquez comment votre mâchoire se crispe parfois sans aucune raison. Remarquez cette tension dans vos épaules qui ne se dissipe jamais vraiment. Remarquez à quel point certaines conversations vous laissent vider alors même que rien de particulièrement difficile n'a été dit. C'est ça, la résistance. C'est le coût énergétique exigé pour garder certaines émotions sous clé. Les moines bouddhistes avaient compris cela à un niveau que la majeure partie de la psychologie moderne n'a toujours pas atteint. Ils savaient que la souffrance ne se résume pas au fait de ressentir la douleur. La souffrance naît de la résistance à la douleur déjà présente. Lorsque vous résistez à la douleur physique, vos muscles se crispent, votre respiration devient superficielle et la douleur s'intensifie. Il se passe exactement la même chose avec la douleur émotionnelle. Quand vous y résistez, quand vous essayez de la faire disparaître sans la ressentir réellement, elle ne s'en va pas. Elle s'intensifie et elle vous vide de vos forces. La première source de votre épuisement est donc la suivante. Vous dépensez une quantité d'énergie phénoménale chaque jour à essayer de ne pas ressentir des choses que vous avez d'ores et déjà jugées inacceptables. Et cette bataille ne s'arrête jamais. Même lorsque vous dormez, votre corps continue de retenir cette tension. Même lorsque vous vous croyez détendu, une partie de votre système nerveux continue de travailler pour maintenir ces émotions refoulées. Mais c'est là que cela devient encore plus épuisant. Car la résistance émotionnelle n'est pas le seul gouffre invisible. Il existe une deuxième source qui opère en parallèle. Et celle-ci est d'autant plus insidieuse qu'elle implique votre identité tout entière. Jung l'appelait la persona, et l'énergie requise pour l'entretenir est vertigineuse. Chaque personne que vous rencontrez voit une version de vous. Au travail, vous êtes professionnel, compétent, fiable. En famille, vous êtes aimant, patient, fort. Avec vos amis, vous êtes amusant, bienveillant, présent. Et toutes ces versions vous semblent réelles parce que vous les jouez depuis si longtemps. Lorsqu'il n'y a plus de rôle à jouer, plus d'attentes à satisfaire, plus d'images à maintenir, qui reste-t-il? Et pour la plupart des gens, cette question suscite une étrange panique. Car ils ont passé tellement de temps à être ce que les autres attendaient d'eux, qu'ils ne savent plus vraiment qui ils sont. Et voici la deuxième source d'épuisement profond. Maintenir une fausse version de soi-même, ou de multiples fausses versions, exige une énergie colossale, car cela n'a rien de naturel. C'est une représentation. Pensez à quel point il est épuisant de jouer la comédie, de faire semblant, d'être quelqu'un que l'on n'est pas. Les acteurs le font pendant quelques heures, puis rentrent chez eux se reposer. Vous, cela fait des années que vous le faites. Des décennies peut-être. Et vous ne pouvez jamais vous arrêter. Car au moment où vous cessez de jouer, au moment où vous laissez tomber le masque, vous êtes terrifié par ce que les gens verront, ce qu'ils penseront, s'ils vous aimeront encore, s'ils auront encore besoin de vous, si vous aurez encore de la valeur à leurs yeux.
C'est ce que Jung entendait par la persona. C'est le masque social que vous portez. Et le masque en soi n'est pas le problème. Tout le monde possède une persona. Le problème survient lorsque vous oubliez que vous le portez. Lorsque vous vous mettez à croire que ce masque est ce que vous êtes réellement. Lorsque vous perdez le contact avec ce qui se cache en dessous. Car vous vous retrouvez alors pris au piège. Vous devez continuer à jouer, continuer à maintenir cette image, au risque de perdre tout votre sens de l'identité. Et le coût énergétique est brutal. Pensez à la dernière fois où vous avez passé des heures avec des gens en devant être au top, en devant être charmant, professionnel, fort ou positif. Rappelez-vous à quel point vous vous êtes senti vidé ensuite. À présent, multipliez cela par chaque jour de votre vie, chaque interaction, chaque instant où vous n'avez pas pu être simplement vous-même, parce que ce vous-même ne vous semblait pas assez acceptable. Le Bouddha parlait de cela différemment. Il l'appelait l'attachement à un sens figé du moi. L'effort épuisant pour maintenir une identité constante à travers toutes les situations et à tout moment. Mais la vérité, c'est que vous n'êtes pas une entité figée. Vous changez en permanence. Vous réagissez constamment à des circonstances différentes. Et lorsque vous essayez de vous figer dans une seule version acceptable, lorsque vous essayez d'être toujours celui qui est fort, celui qui est responsable, celui qui gère tout, vous créez une rigidité intérieure. Et la rigidité est épuisante à maintenir. Vous l'avez sans doute déjà remarqué. Les personnes qui semblent maîtriser parfaitement leur vie s'effondrent souvent lorsqu'elles se retrouvent enfin seules. Non pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles ont déployé une énergie colossale pour préserver une image, et qu'une fois dans l'intimité, cet effort devient insoutenable. Le masque tombe, et ce qui apparaît en dessous, c'est un épuisement total. Et le plus dangereux là-dedans, c'est que vous commencez à organiser votre vie entière autour du maintien de cette persona. Vous dites oui quand vous voulez dire non, parce que dire non ne correspond pas à votre image de personne serviable. Vous cachez vos difficultés parce qu'avouer que vous luttez ne correspond pas à votre image de personne qui gère tout. Vous simulez le bonheur quand vous êtes au plus mal, parce que montrer votre détresse ne correspond pas à votre image de personne positive. Et chacune de ces représentations coûte de l'énergie. Une énergie que vous ne pouvez pas vous permettre de gaspiller. Une énergie puisée dans votre vie réelle et investie dans le maintien d'une illusion. Jung a vu ce phénomène détruire des individus, non pas de manière spectaculaire, mais à petit feu. Ils passaient 40 ans à être ce que tout le monde attendait d'eux, puis se réveillaient un jour complètement vides. Pas exactement dépressifs, juste vides, creux, car ils avaient tout donné à la représentation en ne gardant rien pour eux-mêmes. Mais ce n'est pas encore le gouffre le plus profond, car il existe une troisième source, celle que la plupart des gens n'examinent jamais parce qu'elle semble trop dangereuse. Et cette source, ce sont les gens qui vous entourent. Pas tous, mais certains. Ceux qui vous drainent. Ceux qui vous laissent exsangues après chaque interaction. Et la raison pour laquelle il est si difficile d'aborder ce sujet, c'est que nombre de ces personnes sont celles que vous êtes censé aimer. Voici ce que Jung avait compris. Contrairement à la plupart des gens, chaque relation possède une dynamique énergétique. Certaines relations vous insufflent de l'énergie. Après avoir passé du temps avec certaines personnes, vous vous sentez plus vivant, plus vous-même, plus créatif, plus capable. Mais d'autres relations pompent votre énergie. Et pas qu'un peu. Elles vous prennent tout ce que vous avez. Et puis elles en réclament encore. Le Bouddha appelait cela l'attachement et l'aversion. Soit vous vous raccrochez aux gens, en essayant désespérément de les garder près de vous, soit vous les repoussez, en tentant de créer une distance. Et ces deux dynamiques vous épuisent, car elles ne reposent pas sur une connexion naturelle. Elles sont basées sur le besoin, sur la peur, sur l'obligation, sur la culpabilité, sur la terreur de se retrouver seul ou la terreur d'être dévoré. Et vous en sentez la différence dans votre corps. Il y a, en ce moment même dans votre vie, des personnes dont un simple appel crispe tout votre système nerveux. Vous voyez leur nom s'afficher sur votre téléphone et votre estomac se noue. Pas nécessairement parce qu'elles sont cruelles, mais parce que chaque interaction avec elles vous coûte quelque chose. Elles ont besoin d'être constamment rassurées. Elles ramènent chaque conversation à elles-mêmes. Elles ne se manifestent que lorsqu'elles veulent quelque chose. Elles siphonnent votre énergie, puis disparaissent jusqu'à ce qu'elles en aient de nouveaux besoins. Ce qui est épuisant, c'est que vous ne pouvez probablement pas simplement rayer ces personnes de votre vie. C'est de la famille, des collègues, de vieux amis, des personnes avec qui vous partagez un passé, des personnes qui seraient blessées si vous preniez vos distances. Alors, à la place, vous maintenez la relation. Vous répondez
L'impression qu'on vous a pris quelque chose. Jung appelait cela « porter l'ombre des autres ». Ils projettent inconsciemment sur vous leurs douleurs non résolues, leurs carences affectives, leurs émotions non digérées, et vous acceptez inconsciemment d'en porter le fardeau. Vous vous en chargez, vous essayez de les réparer, de les sauver, d'être suffisant à leurs yeux. Bien qu'au fond de vous, vous sachiez que vous ne serez jamais assez, car ce qu'ils réclament n'a en fait rien à voir avec vous. C'est lié à quelque chose de brisé en eux, qu'ils refusent d'affronter. La perspective bouddhiste est encore plus directe. Certaines relations reposent sur une connexion authentique. D'autres sont bâties sur des contrats inconscients. Je te donnerai le sentiment d'être utile si tu me donnes celui d'avoir de la valeur. Je jouerai la victime si tu joues le sauveur. Je serai faible si tu restes fort. Et ces contrats peuvent perdurer des années sans que personne ne les reconnaisse consciemment. Mais ils drainent toutes les parties prenantes, car ce ne sont pas de vraies relations. Ce sont des rôles, des performances, des accords tacites dont personne ne veut vraiment, mais auxquels nul ne sait comment mettre fin. Et ce prix à payer se manifeste dans votre corps. La tension, la fatigue. Cet étrange épuisement qui découle de la volonté d'être tout pour tout le monde, tout en se perdant soi-même à petit feu. Vous connaissez probablement ce sentiment. Ce moment où vous rentrez enfin chez vous après avoir côtoyé certaines personnes et où vous n'avez envie que d'une chose, vous asseoir en silence. Non pas parce que vous êtes introverti, mais parce que vous avez donné une énergie que vous n'aviez pas vraiment et qu'il ne reste désormais plus rien. Mais voici où les choses s'assombrissent, car même si vous pouviez éliminer toutes les personnes vampirisantes, même si vous pouviez fixer des limites parfaites, il resterait une quatrième source. Et celle-ci est plus profonde que tout élément extérieur. C'est le poids que vous portez du passé, les souvenirs non digérés, les souffrances non résolues, les versions de vous-même que vous avez laissées derrière vous sans jamais leur dire correctement adieu. Jung pensait que l'esprit inconscient n'expérimente pas le temps de la même façon que l'esprit conscient. Un événement survenu il y a 20 ans peut être tout aussi actif dans votre inconscient actuel que ce qui s'est passé ce matin. Et si vous ne l'avez jamais complètement digéré, si vous n'avez jamais véritablement ressenti ce deuil, cette rage, cette humiliation ou cette trahison, alors cela ne disparaît pas. Cela tourne en arrière-plan, comme un programme informatique que vous auriez oublié de fermer, consommant en permanence de la puissance de calcul, épuisant constamment vos ressources. Le Bouddha décrivait cela comme étant le karma, non pas au sens mystique d'une punition cosmique, mais au sens psychologique de schémas qui se répètent. Vous continuez d'attirer le même type de personnes difficiles parce qu'il y a en vous un schéma non résolu. Vous continuez de saboter vos opportunités parce qu'une vieille blessure vous a convaincu que vous ne méritez pas de réussir. Vous continuez de vous sentir anxieux sans raison apparente parce qu'il existe un souvenir dont votre corps ne s'est jamais libéré. Et cela engendre un type d'épuisement spécifique. L'épuisement de vivre au présent tout en livrant inconsciemment les batailles du passé. Votre esprit conscient tente de se concentrer sur aujourd'hui, sur vos relations actuelles, sur votre travail, sur votre vie. Mais votre esprit inconscient continue d'exécuter d'anciens programmes, de réagir à d'anciennes menaces, de tenter de penser d'anciennes blessures. On le voit très clairement dans la façon dont les gens réagissent à certains déclencheurs. Quelqu'un s'adresse à eux sur un ton particulier et soudain, ils sont complètement déstabilisés. Non pas parce que la situation actuelle est réellement dangereuse, mais parce que ce ton a réveillé une ancienne blessure, le souvenir d'un parent, d'un partenaire ou d'une figure d'autorité leur ayant parlé de la sorte. Et dès lors, ils ne réagissent plus à ce qui se passe réellement. Ils réagissent à ce qui s'est passé il y a des années. Et cela se produit sans cesse. La plupart des gens ne sont pas pleinement présents dans leur vie actuelle parce qu'ils demeurent psychologiquement englués dans des chapitres précédents. La relation qui s'est mal terminée sans qu'ils aient pu y mettre un point final. Le parent qu'ils n'ont jamais confronté. Le rêve auquel ils ont renoncé sans en faire le deuil. La version d'eux-mêmes qu'ils ont dû abandonner pour survivre. Tout cela reste actif en vous. Et tout cela siphonne votre énergie. Jung travaillait avec des individus en apparence tout à fait normaux, mais qui étaient intérieurement en guerre contre leur propre histoire. Et cette guerre leur coûtait tout. Leur vitalité, leur présence au monde, leur capacité à savourer réellement leur vie. Car vous ne pouvez pas être pleinement ici quand une partie de vous reste piégée là-bas, piégée dans une vieille douleur, une vieille honte, un chagrin ancien qui n'a jamais pu s'exprimer jusqu'au bout. Et le plus cruel, c'est que vous ne vous souvenez peut-être même pas d'une partie de ce que vous portez. Les traumatismes ne s'enregistrent pas toujours sous la forme d'un souvenir narratif clair.
Il s'enregistre parfois à l'état de sensation, de tension chronique, d'anxiété inexpliquée, sous la forme de ce vague pressentiment que quelque chose cloche, pèse lourd et vous épuise sans que vous puissiez précisément nommer de quoi il s'agit. Les moines bouddhistes avaient des pratiques spécifiquement conçues pour y remédier. De longues périodes de méditation silencieuse au cours desquelles les éléments refoulés pouvaient enfin refaire surface, où la vieille douleur pouvait enfin être ressentie et relâchée, où le poids du passé pouvait enfin être déposé. Non pas en l'analysant ou en le comprenant intellectuellement, mais en le ressentant pleinement, en le laissant traverser le corps et en lui permettant de s'achever. Car c'est ce que la plupart des gens ne font jamais. Ils ne laissent jamais rien s'achever. La douleur surgit et il se distrait. Le chagrin affleure et il le refoule. La rage émerge et il la ravale. Et tout ce bagage émotionnel inachevé reste en eux, tournant sans cesse, les vidant sans cesse, les épuisant sans cesse. Pensez à votre propre vie en ce moment. Quelle part de votre énergie est consacrée au maintien de votre contrôle émotionnel? Quelle part est consacrée à être ce que les autres attendent de vous? Quelle part est drainée par des relations fondées sur l'obligation plutôt que sur une connexion authentique? Quelle part est consumée par des souffrances passées que vous n'avez jamais totalement digérées? Et voici la question qui change tout. Que resterait-il si vous cessiez d'alimenter ces 4 sources? 20% de leur capacité. Non pas parce qu'ils sont paresseux ou brisés, mais parce que les 80% restants sont consumés par des processus inconscients, par la résistance, par la représentation, par les relations vampirisantes, par le passé non résolu. Et la tragédie, c'est qu'ils ne s'en rendent jamais compte. Ils acceptent simplement l'épuisement comme une norme. Ils pensent que c'est ça la vie. Ils pensent que tout le monde est aussi fatigué, aussi vidé, aussi creux. Mais c'est faux. Ce que vous vivez n'a rien d'inévitable. C'est le résultat naturel de schémas psychologiques spécifiques. Et les schémas peuvent être modifiés. Pas facilement, pas instantanément, mais véritablement. Une fois que vous voyez ce qui vous draine réellement, une fois que vous en comprenez les mécanismes, vous pouvez entamer le processus d'élimination. Non pas en forçant les choses, non pas en essayant de penser positif ou de passer en force, mais en abordant chaque source avec honnêteté et précision. Commençons par la résistance émotionnelle. Le moyen d'éliminer cette source ne consiste pas à résister à votre résistance. Cela ne ferait qu'ajouter une couche supplémentaire. La voie à suivre est contre-intuitive. Vous devez commencer à ressentir réellement vos émotions. Non pas passer à l'acte, non pas les laisser vous contrôler, mais les ressentir, pleinement. Vous ne criez sur personne, vous ne cassez rien. Vous permettez simplement à la sensation d'exister dans votre corps jusqu'à ce qu'elle se dissipe naturellement. Et elle finit toujours par se dissiper. Les émotions sont éphémères par nature. Elles ne deviennent permanentes que lorsque vous y résistez. Lorsque vous leur permettez de vous traverser, elles achèvent leur cycle et s'évanouissent. Il en va de même pour le chagrin, pour la peur, pour la honte. Ces émotions vous semblent insoutenables parce que vous avez passé toute votre vie à les traiter en ennemis. Mais elles ne sont pas des ennemis, ce sont des informations, de l'énergie. Et lorsque vous cessez de les combattre, lorsque vous créez de l'espace pour qu'elles puissent exister, la quantité d'énergie qui devient soudainement disponible est stupéfiante. Jung a eu des patients qui ont passé des années en thérapie pour apprendre à faire exactement cela. Cesser de fuir leur monde intérieur, se retourner et l'affronter. Et ceux qui ont véritablement fait ce travail, qui ont cessé de résister à leur propre réalité émotionnelle, ont rapporté un fait profond. Ils avaient plus d'énergie qu'ils n'en avaient ressenti depuis des décennies. Non pas parce que quoi que ce soit d'extérieur avait changé, mais parce qu'ils avaient cessé d'utiliser toute leur énergie pour lutter contre eux-mêmes. Le Bouddha enseignait la même chose dans un langage différent. Il l'appelait l'acceptation radicale. Non pas l'acceptation comme résignation passive, mais l'acceptation comme la fin de la guerre intérieure. Accepter que cette émotion soit présente ici et maintenant, que cet inconfort existe, que cette douleur soit réelle. Et dans cette acceptation, la souffrance née de la résistance se dissout. Il ne reste que le sentiment brut en lui-même, qui est toujours plus gérable que la souffrance liée au fait de le combattre. Mais ressentir ces émotions ne fonctionne que si l'on s'attaque également à la deuxième source, le faux soi,
la persona. Et cela exige une chose que la plupart des gens trouvent terrifiante. Cela exige de permettre aux autres de vous voir tel que vous êtes réellement. Non pas la version jouée, non pas l'image que vous avez soigneusement entretenue, mais le vrai vous. Celui avec ses défauts, ses doutes, ses luttes et ses imperfections. Et voici ce qui se passe quand vous commencez à faire cela. Certaines personnes s'en vont. Celles qui n'étaient connectées qu'à votre masque, qui n'appréciaient que le rôle que vous jouiez pour elles, s'éloigneront. Et cela blesse, mais c'est nécessaire, car ces relations vous drainaient. Elles exigeaient une représentation constante, une énergie constante, et vous n'avez plus d'énergie à gaspiller. Mais d'autres personnes, les vraies, se rapprochent, car l'authenticité est magnétique. Quand vous cessez de faire semblant, quand vous cessez de jouer la comédie, quand vous êtes simplement et authentiquement vous-même, les personnes qui résonnent avec votre véritable fréquence vous trouvent. Et ces relations sont totalement différentes. Elles donnent de l'énergie au lieu d'en prendre. Elles paraissent naturelles plutôt qu'épuisantes. Elles reposent sur la réalité au lieu de l'illusion. Jung estimait que l'individuation, le fait de devenir ce que vous êtes réellement plutôt que ce que l'on vous a conditionné à être, était la tâche centrale de la seconde moitié de la vie. Et cela demande du courage, car cela signifie décevoir certaines personnes. Cela signifie se défaire d'identités qui ne vous correspondent plus. Cela signifie dire non à des choses auxquelles vous avez toujours dit oui. Cela signifie admettre que vous n'êtes pas celui que vous avez prétendu être. Mais l'alternative consiste à passer le reste de votre vie épuisé, à maintenir une représentation qui vous détruit à petit feu, à vous réveiller chaque jour pour enfiler un masque qui s'alourdit d'année en année, jusqu'à ce qu'il ne reste finalement plus rien en dessous. Ce qui nous amène à la troisième source, les relations vampirisantes. Dès que vous commencez à être authentique, cette source commence à se tarir naturellement, car vous ne pouvez pas être authentique tout en préservant des relations bâties sur de fausses prémices. À l'instant où vous cessez de jouer, les liens fondés sur la performance commencent à s'effriter. Et vous devez les laisser faire. Cela ne signifie pas être cruel. Cela ne signifie pas couper les ponts avec tout le monde. Cela signifie être honnête quant à vos propres limites. Cela signifie reconnaître que certaines personnes dans votre vie qui vous élèvent, qui vous mettent au défi de grandir, qui voient votre potentiel et vous poussent à l'exprimer, et de prendre vos distances avec ceux qui vous rabaissent, qui vous tirent vers le bas, qui n'entrent en contact avec vous que par le biais de plaintes, de besoins ou de drames. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Car si vous continuez à donner de l'énergie à des personnes qui vous drainent, vous finirez par ne plus rien avoir pour ceux qui comptent vraiment, y compris vous-même. Votre énergie est limitée, et la façon dont vous la distribuez détermine la qualité de votre vie tout entière. Alors vous commencez à être honnête, vous commencez à dire non, vous commencez à laisser certaines relations s'étioler naturellement au lieu d'essayer désespérément de les maintenir en vie. Et oui, certains en seront blessés, certains vous traiteront d'égoïste, certains essaieront de vous faire reprendre votre ancien rôle en vous culpabilisant. Mais c'est l'expression de leur résistance au changement, de leur inconfort face au fait que vous revendiquiez votre propre énergie. Et ce n'est pas à vous de gérer cela pour eux. Et enfin, la quatrième source, le passé non digéré. C'est peut-être la plus difficile à aborder, car elle vous oblige à pénétrer dans des zones que vous avez évitées pendant des années, peut-être des décennies. Elle exige de regarder en face d'anciennes douleurs, de vieilles hontes, d'anciennes versions de vous-même que vous aviez enfouies parce qu'elles étaient trop dures à affronter. Mais Jung a découvert une chose cruciale. Les choses que vous refusez d'affronter ne disparaissent pas. Elles ne font que diriger votre vie depuis l'ombre. La colère que vous n'avez jamais exprimée se transforme en agressivité passive. Le deuil que vous n'avez jamais fait devient une dépression chronique. La peur que vous n'avez jamais reconnue se mue en anxiété. Tout cela reste actif. Tout cela vous épuise. La solution consiste à cesser de fuir, à se retourner véritablement pour regarder ce que vous portez. Cela peut passer par une thérapie. Cela peut passer par la méditation. Cela peut passer par de longues périodes de solitude, durant lesquelles vous laissez d'anciens souvenirs refaire surface pour enfin les ressentir pleinement. Cela peut impliquer de pardonner à certaines personnes, non pas pour elles, mais pour cesser de porter le poids du ressentiment. Cela peut aussi vouloir dire vous pardonner à vous-même pour ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, vos échecs, les fois où l'on vous a fait défaut, et de laisser tout cela être enfin terminé. Non pas oublié, terminé.
libéré de tout traitement psychologique actif pour pouvoir devenir un simple souvenir au lieu d'une fuite d'énergie constante. Les moines avaient profondément compris cela. Ils savaient que la libération ne consistait pas à acquérir quelque chose de nouveau, elle consistait à déposer le fardeau que l'on portait d'une énergie qui était enfermée à double tour depuis des années. Et voici ce que personne ne vous dit à propos de ce processus. Une fois que vous commencez à éliminer ces 4 sources, une fois que vous cessez de résister à vos émotions, que vous abandonnez les fausses personas, que vous quittez les relations vampirisantes et que vous libérez le passé, quelque chose d'inattendu se produit. Vous ne vous contentez pas de retrouver votre énergie. Vous découvrez que ce que vous êtes réellement, sous tout cela, est amplement suffisant. Vous n'avez jamais été brisé. Vous portiez simplement un fardeau qui, pour commencer, n'a jamais été le vôtre. L'épuisement que vous ressentez n'est pas un échec personnel. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas simplement « comme ça qu'est la vie ». C'est la conséquence naturelle du fait de lutter contre vous-même, de jouer un rôle pour les autres, de donner à des personnes qui ne font que prendre, et de traîner le passé dans chaque instant présent. Et tout cela peut s'arrêter. Pas un jour lointain. Maintenant, vous pouvez commencer aujourd'hui, à cet instant précis, en vous posant une seule et simple question. Qu'est-ce que je porte qui ne m'appartient pas? Puis en écoutant vraiment, ce que votre corps sait déjà, ce que votre cœur essaie de vous dire, ce poids auquel vous vous êtes tellement habitué que vous avez oublié qu'il était facultatif. Car il est bel et bien facultatif. Vous pouvez le déposer, et au moment où vous le ferez, au moment où vous cesserez d'alimenter ces 4 sources, vous vous souviendrez de ce que l'on ressent à avoir de nouveau de l'énergie. De l'énergie véritable, non pas celle du dépassement de soi désespéré, mais cette vitalité naturelle qui naît du fait d'être authentiquement vous-même, de ressentir ce que vous ressentez vraiment, de vous lier à des personnes qui vous voient réellement et de vivre dans le présent au lieu de constamment traiter le passé. Si cela résonne avec une chose que vous avez ressentie sans pouvoir la nommer, écrivez un seul mot dans les commentaires. Libération. Juste ce mot. Car cette énergie qui a toujours été la vôtre.